Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Basket Session pour ce nouvel épisode. Et je suis toujours en compagnie de Shai Mamou et Antoine Pimel. Salut les gars, comment ça va? Ça va très bien, Ben. Okay. Et toi donc? Forme. Bah écoute, ça va plutôt bien. Je crois que Shai était en meilleure forme que moi actuellement, notamment au niveau cardio. Mais j'ai couru, j'ai fait les 10 km de Paris hier, mais c'est une première. C'est de l'escroquerie pure et dure. J'avais jamais couru sans ballon ni raquette sur une telle distance. Et voilà, on va dire que j'ai fini la course et que je vais pas courir pendant 3 semaines maintenant. Ce que vous savez pas, c'est que s'il y avait un ballon, si quelqu'un avait juste été amusé à faire des passes avec Shai, il finissait dans les 20 premiers. Exactement. Je pense que je peux doubler les Kenyans sans problème, pas de souci. De'Aaron Fox, mais qui se met à la course à pied, c'est terrible. Non, en tout cas, entre le basket d'Antoine et puis donc, toi, ta course à pied, on commence à avoir un petit peu une rédaction sportive, à part moi et ma chaise, évidemment. Et cette fois, on va parler d'un mec qui domine plutôt pas mal sur le plan physique, un certain Joel Embiid, qui en l'occurrence nous fait une très très belle saison. Et donc aujourd'hui, on a voulu se poser un petit peu sur donc la saison de notre ami Embiid, sur ce qu'ils peuvent faire en play-off avec les Sixers, sur la course au MVP, sur son évolution, et se demander un petit peu, est-ce que c'est pas enfin la saison de Joel Embiid? Parce que chaque année, il y a toujours des blessures, il y a toujours des contretemps, il y a des problèmes dans l'équipe, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un détail qui fout tout en l'air. Mais cette saison, on est quand même bien parti pour avoir les Sixers à plein régime en play-off, avoir un Joel Embiid à plein régime en play-off. Et là, on voit quand même notre ami Jojo à un très très haut niveau. Donc on vous laisse pencher un peu là-dessus. Donc les gars, je vais commencer par une question très simple. On a une course au MVP qui n'est pas si disputée que ça dans la mesure où Nikola Jokic semble vraiment être le favori pour ce titre. Mais on a quand même des gars qui sont derrière en embuscade. Je pense à Giannis Antetokounmpo. Et Joel Embiid fait partie de ces noms-là. Est-ce que vous pensez que Joel Embiid peut encore remporter le trophée de MVP? Antoine, je te laisse commencer. Si la question c'est donc peu, c'est le verbe important, donc tu as choisi peu. Sur peu, je vais dire oui. Sur peu, je vais dire oui, dans le sens où les derniers matchs sont ceux qui restent un peu plus dans les esprits. Voilà, les votants. Les votes vont commencer, je pense, je sais pas exactement, mais je pense que c'est une semaine avant la fin de la saison régulière, ou peut-être juste peut-être juste après, ou un peu avant en tout cas. Donc ça va pas tarder. Et là, Joel Embiid, il est sur une série sur les 10 derniers matchs. Je suis désolé, j'ai pas les points exacts, mais en gros, c'est du 34, 38, 40, 34. Et je pense qu'il n'est pas descendu sous les 27 points. Je suis même sûr qu'il n'est pas descendu sous les 27 points depuis 10 matchs. On a quand même un joueur qui finit très très fort. Donc je dirais que si les Sixers ont le même bilan que les Nuggets, ils ne sont pas premiers de leur conférence parce qu'il y a Boston et Milwaukee devant, mais ils ne sont pas si loin de la deuxième place et ils ont, je pense, une victoire de moins que Denver. Donc voilà, Embiid fait une très grosse saison. S'il finit très très fort dans la saison, s'il finit très très fort la saison comme il est en train de le faire et que ça marque les esprits, je pense qu'il a éventuellement une chance effectivement d'être MVP. Pour situer un petit peu ces moyennes statistiquement, du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, mais en précisant avec les stats sous les yeux, Embiid sur les 10 derniers matchs, c'est 34,4 points, 9,8 rebonds, 4,4 passes, et tout ça à 53% au tir. Donc j'avoue, c'est plutôt pas mal, et effectivement, il n'est jamais descendu sous la barre des 27 points, sachant qu'il en a quand même mis des 40, des 42 au max, donc c'est vraiment impressionnant. Shai, est-ce que tu penses que s'il continue sur cette lancée-là, avec des performances XXL et puis plutôt bonne dynamique collective, il peut éventuellement doubler Nikola Jokic? Je pense que non, pour la bonne et simple raison que les votants, la plupart des votants ont déjà donné un peu leur point de vue il y a quelques semaines. C'est Tim Bontemps qui fait toujours à ce stade de la saison un petit point avec les gens qui ont un vote. Et Jokic avait une avance incroyable, j'ai plus les chiffres justement. Mais... Donc, par contre, est-ce qu'il peut réduire l'écart à la fin pour que ce ne soit pas un raz-de-marée de Jokic? Oui, je pense, et ce serait mérité. Parce qu'encore une fois, comme le disait Antoine, la question, est-ce qu'il mérite d'être MVP? Probablement. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse cette année. Tu parlais des trois, entre Jokic, Embiid, Antetokounmpo. Les trois ont des très bons arguments et je vois que ça se bagarre un peu sur les réseaux en France, aux États-Unis,
en gros, tu n'as plus aucune crédibilité si tu dis que c'est Jokic, et puis d'autres vont te dire que si tu dis pas Embiid, c'est que tu connais rien au basket, etc. Que c'est Giannis le vrai MVP. Enfin, y a pas de... Je trouve qu'il y a plein d'arguments très différents. Ça touche à la définition que chacun a un peu du MVP et ce qui est accepté collectivement. Toujours est-il que je pense que Jokic a quand même une nette avance. Même s'il reste des matchs, ça me paraît compliqué. Aux yeux des votants, en tout cas, je pense qu'il ne refera pas totalement le retard qu'il semblait avoir il y a 15 jours, 3 semaines, quand ils ont fait le premier point, où c'était déjà... ça préfigurait un peu d'un raz-de-marée. Donc, je ne pense pas qu'il sera MVP. Ce qui sera fou, c'est s'il termine 3 fois de suite deuxième, si je ne dis pas de bêtises. C'est le genre de trophée dont on reparlera, le genre de truc dont on reparlera dans le futur. C'est possible. Mais je pense qu'il ne pourra pas. Non, je pense qu'il ne le sera pas, non. Ouais, j'ai l'impression que Jokic a trop d'avance et en plus il y a ce contexte à Philadelphie quand même où on a la sensation que Denver est porté par un gars qui est Nikola Jokic et que derrière il y a effectivement Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., etc. Mais c'est vraiment au second plan. Alors qu'à Philadelphie il y a plus un duo et je pense que ça dessert aussi pas mal Embiid dans le sens où vu qu'on a un très bon James Harden qui joue vraiment son rôle de maestro, qui met en place l'attaque, etc. On a quand même la sensation qu'il est moins omniprésent peut-être. Mais il y a quand même ça qui revient beaucoup dans le débat, c'est la question de la défense. On parle énormément de la défense de Jokic il n'y a pas longtemps, mais il faut qu'on parle aussi un petit peu de celle d'Embiid qui est assez énorme. Et c'est quand même un joueur qui, des deux côtés du terrain, est impressionnant et qui arrive à faire pas mal de choses avec assez peu le ballon. Parce que quand on regarde en fait dans les sets avancés, il n'a pas tant le ballon que ça en fait, Joel Embiid. Ok, c'est une star, ok, c'est le leader de son équipe, mais au final, il joue avec le ballon que 15% du temps, ce qui est pas mal pour un pivot. Mais ce qui n'est pas tant que ça pour un pivot dominant. Et ça n'a rien à voir par exemple avec Giannis ou avec Jokic. Et donc on a quand même un joueur qui est extrêmement efficace en touchant finalement pas tant que ça le ballon et en défendant énormément. Et le débat qu'il y a beaucoup sur les réseaux et que j'ai envie de porter aussi un petit peu ici, c'est est-ce que Embiid n'est pas le meilleur pivot? Parce qu'il y a toujours cette distinction quand même entre le MVP et le meilleur joueur. C'est pas toujours la même chose. Il y a une question de meilleur joueur, c'est celui qui peut-être fait pas gagner son équipe en saison régulière, mais à le plus haut niveau, et même s'il n'est pas seul à porter son équipe, il peut faire de plus grandes choses. Alors que MVP, donc il y a tout ce contexte-là de bilan de saison régulière, de porter son équipe seul, etc. Donc est-ce que pour vous, Embiid, c'est le meilleur pivot de la NBA actuellement? Non, parce que je pense que le problème, c'est que c'est intéressant ce que tu dis, il y a la distinction MVP et meilleur joueur, mais aussi au final la distinction joueur le plus complet, meilleur joueur. C'est pas parce que tu es plus complet. Enfin, et encore, je pense pas qu'Embiid soit plus complet que Jokic, mais effectivement, et je vois souvent passer des tweets avec oui, mais Embiid il défend. Embiid il est fort en défense. Mais déjà, c'est pas parce qu'il est fort en défense qu'il est forcément plus complet, de une, même si je pense qu'Embiid est un basketteur plutôt complet et très accompli. Je pense pas que ce soit un meilleur joueur, mais je pense pas qu'il y ait une énorme marge entre les deux, très sincèrement. Je pense que c'est plutôt les deux qui sont de loin les meilleurs pivots de la ligue et qui peuvent presque, c'est les deux seuls aujourd'hui pivots qui seraient capables peut-être de porter une équipe au titre. Je pense que des fois, je vois aussi les pivots ne sont pas morts en voyant une photo de Jokic et Embiid. Ouais, mais il n'y en a que deux, des mecs qui font ce qu'eux font. Il n'y a personne d'autre qui fait. Il n'y en a plus des pivots comme ça. C'est des exceptions, c'est des raretés. C'est eux les vrais licornes au final, les Jokic et les Embiid. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on en aura beaucoup des comme ça. Je ne pense pas qu'Embiid soit un meilleur joueur. Je dirais que il y a tellement peu de différence pour moi entre les deux que ça se joue à la marge et que c'est presque une question d'appréciation, une question de style, de qu'est-ce qu'on veut. Voilà, un peu comme disait Shai pour la définition du MVP où ça devient une question de définition. J'ai l'impression qu'Embiid, son style de jeu, ce qui me pose un peu problème, c'est que j'ai peur sur comment ça. Est-ce qu'en playoff, vraiment, tu peux encore, avec un joueur qui va jouer énormément de post-up, même s'il ne sait pas qu'il sait faire d'autres choses que post-up, mais ça reste quand même la base de son jeu. J'ai du mal à me dire que tu construis une équipe qui va au titre pleinement avec un joueur qui joue autant de post-up. Alors que Jokic, grâce à son playmaking, même si je ne suis pas convaincu non plus que tu puisses construire complètement autour de Jokic, mais j'arrive déjà un peu plus à y croire en fait. Moi, je comprends ce que veut dire Antoine. Hein. Je suis d'accord avec lui sur le... J'ai des doutes sur Embiid au niveau playoff, sur Embiid et les Sixers en général, hein, mais par contre, ce qui m'embête, c'est quand, pour la discussion du MVP précisément, des gens te disent mais non, mais voilà, Jokic, en playoff, il s'effondre, en gros, ça, il ne mérite pas d'être MVP, il n'a pas le calibre MVP.
alors que ça paraît, enfin, c'est d'une évidence totalement invraisemblable, mais c'est un trophée de saison régulière. Hein, donc, j'ai l'impression qu'il faut le répéter tout le temps, parce que je vois tout le temps des gens dire « Ouais, mais en playoff, machin », à savoir que Jokic n'a pas fait moins que Embiid en playoff, d'ailleurs, hein, en termes d'accomplissement. Il est même allé plus loin. Ouais, il est c'est déjà allé en finale de conférence, ce qui n'est jamais été plus d'Embiid. Ce que les gens oublient souvent. Voilà, mais tu as l'impression que côté Embiid a fait des choses exceptionnelles, machin. Mais bon, alors ça, pour en revenir aux meilleurs joueurs, ce que Embiid apporte en défense, Jokic, il compense cette défense un peu inférieure. Et encore, Benjamin, je vous invite à lire l'article de Benjamin sur quel joueur défensif est véritablement Nikola Jokic, c'est intéressant. Ce qu'il n'a pas en défense, il le compense à la création du jeu. Enfin, c'est peut-être le meilleur passeur tout court qu'on ait là en NBA aujourd'hui, et c'est un pivot. Enfin, c'est pas juste un pivot qui est pas maladroit et qui sait passer le ballon à ses partenaires. C'est un chef d'orchestre, un playmaker. Donc, ce qu'il n'a pas en défense, et il faut nuancer ces critiques-là, il l'apporte ailleurs. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas exactement le même style, mais qui sont chacun dans leur rôle exceptionnels et fondamentaux pour leur équipe et dans la ligue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise réponse pour le MVP, je trouve, à l'heure actuelle. Si on prend la définition du valuable, du type, si tu l'enlèves, que donne l'équipe, à l'heure actuelle, j'aurais l'impression que peut-être que les Sixers seraient un peu meilleurs que les Nuggets. Ça se discute. Hein. Avec un Harden comme il joue en ce moment, et je sais que j'ai assez critiqué Harden sur son niveau de jeu des dernières années, j'ai l'impression qu'ils sont capables de survivre quelques matchs sans Embiid. Sans Jokic, je ne sais pas. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est très serré. Il n'y a pas de mauvaise réponse pour le MVP. Et même dans l'absolu, sur le meilleur joueur, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est une réponse de Suisse un peu, mais voilà. C'est ce que je pense aujourd'hui. Non, mais il faut forcément qu'il y ait au moins un Suisse. Et en plus, là, tu es au milieu dans l'overlay, donc c'est parfait. Voilà. Mais j'avoue que je trouve que c'est difficile comme question parce qu'effectivement, déjà, on a toujours du mal à évaluer la défense d'un joueur. Effectivement, tu parlais de mon article sur Nikola Jokic. C'est difficile en fait de dire si c'est vraiment un défenseur si mauvais que ça ou s'il est juste. Perso, ma conclusion à la fin, c'est que c'est un défenseur moyen. Est-ce que Embiid est si merveilleux que ça? En fait, vu qu'on n'a pas vraiment d'analytics, il faut faire ça au A-test. Il y a tellement de types de défenseurs différents qui impactent la défense de tellement de manières différentes en tant que helper, en tant que protecteur de cercle, en tant que joueurs qui vont plutôt lockdown leur adversaire. C'est dur en fait et c'est inquantifiable. Et donc, avec ce paramètre-là en plus, je trouve que c'est quasi impossible en fait de dire lequel est le meilleur entre les deux. Effectivement, tu as quand même cette sensation que si tu enlèves Jokic à Denver, tout s'effondre, alors que Embiid, c'est peut-être un peu moins dépendant de lui à Philadelphie, mais ça reste quand même une équipe qui est pas mal drivée par Embiid et puis dans laquelle il joue un rôle super important malgré le fait qu'il ait peut-être moins le ballon, moins de responsabilités et il a un jeu peut-être un peu moins à risque aussi, quoi. Donc c'est deux profils assez différents. Par contre, moi, il y a un truc sur ces arguments qui, d'ailleurs, me gêne beaucoup sur le truc sur Jokic. Ça me gênait déjà l'an dernier et même encore l'année d'avant quand il était MVP. C'était de prendre le net rating des Nuggets avec et sans Jokic et d'en tirer la conclusion que les Nuggets ne peuvent absolument pas jouer sans Jokic. Pour moi, il y a une grosse quand même différence, c'est que tout le système des Nuggets aujourd'hui est construit autour de Jokic, qui est un joueur très rare, ce qui fait que quand il n'est pas là, c'est très dur de revenir sur autre chose en fait. C'est très dur d'un coup, parce que tu n'auras jamais un remplaçant qui est capable de faire ce que fait Jokic, à part s'ils revenaient à recruter Alperen Sengun pour en faire leur backup, et du coup Sengun ferait du Jokic du pauvre quand Jokic sort. Donc en gros, ils sont obligés de passer sur un système très... Enfin, tu vois, c'est comme s'il n'y avait plus aucun repère quand Jokic n'est plus là. Alors que les Sixers, même s'ils se reposent quand même beaucoup, ok, Embiid, il n'a peut-être pas l'usage rate ou quoi, mais enfin, il a quand même beaucoup de ballons, hein, on va pas se mentir. Il a le usage rate quand même. Oui, non, mais je veux dire, peut-être le temps de possession, ou je ne sais plus exactement, mais il a beaucoup de ballons. Donc oui, même si les Sixers sont vachement construits autour d'Embiid, c'est entre guillemets plus facile quand Embiid n'est pas là de pouvoir se reposer sur un arrière aussi fort de James Harden où tu vas jouer juste du basket très simple avec des pick and roll où tu n'as pas besoin de te creuser autant les méninges. Les Nuggets, tant que Jamal Murray, ça ne sera pas une superstar à la Harden à qui tu peux donner 20 pick and roll par match, forcément les Nuggets ils vont souffrir dès qu'il n'y aura pas Jokic. Donc pour moi, cette stat est un peu trompeuse, elle est un peu trop facile en fait, c'est ce que je veux dire. Je sais qu'on ne l'a pas sorti là, mais elle revient souvent, les Nuggets sans Jokic, ça n'existerait pas. Je pense que si les Nuggets, dès le départ, dès le training camp, tu leur enlèves Jokic avec leur effectif et leur coach, je pense que ça serait une bonne équipe, tu vois. Je pense quand même que ça serait une très bonne équipe et qu'ils ne seraient pas en train de jouer la loterie. Il y a quand même du talent. Alors oui, ils ne joueraient peut-être pas les playoffs. Enfin, en tout cas, ils seraient à la lutte pour le play-in au moins, tu vois. Je n'arrive pas à me dire que cette équipe, elle serait catastrophique. Voilà, c'était juste une petite nuance sur ce truc qui me semble importante, en fait.
Ouais, clairement, bien sûr. Il y a une question de remplacement toujours. Et c'est vrai que Mm. pendant un bon moment de la saison, le remplaçant de Jokic, c'était quand même DeAndre Jordan, qui avant était remplaçant d'Embiid d'ailleurs. Et Ouais. effectivement, c'est le genre de choses qui gonfle pas mal le net rating. Mais, mais tu évoques un point intéressant, je trouve, c'est enfin, on l'a tous évoqué d'une certaine manière, c'est la construction de l'équipe de Philadelphie, qui, mine de rien, cette saison, avec Harden qui est un petit peu de retour, parce que la saison dernière, il était clairement en dessous, déjà athlétiquement, même niveau technique, on l'a senti un petit peu limité. Et puis il y a la question de l'intégration, maintenant Harden est bien intégré, l'effectif se connaît plus. Il y a eu pas mal de témoignages du joueur des Sixers aussi qui parlaient de l'année dernière comme une année difficile, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. On ne savait pas ce qu'allait faire Ben Simmons, où il allait atterrir, qui allait partir avec lui. Enfin, c'était compliqué parce que tu avais une grosse partie du salary cap qui était verrouillée et pas mal de joueurs qui naviguaient dans l'incertitude. Et là, cette année, avec des Sixers qui ont beaucoup plus de certitude, justement, qui sont peut-être plus profonds, qui ont un Harden qui revient, il y a vraiment un contexte collectif dans lequel non seulement les Sixers arrivent à réussir, mais en plus dans lequel Joel Embiid arrive à briller. Et je me demande si c'est pas un petit peu la clé d'avoir un effectif comme ça, et notamment un créateur de premier plan comme James Harden qui va faire, comme tu l'as dit, plein de pick and roll tous les matchs, si c'est pas la clé pour faire gagner Joel Embiid en playoff. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de cette équipe de Sixers et de ses limites potentielles, mais j'ai quand même l'impression qu'on est depuis... Enfin, c'est la meilleure équipe depuis 2019 qu'on a eu à Philadelphie et qui a le plus de chances de gagner quelque chose en playoff par rapport aux dernières années. Moi, je vois toujours les mêmes limites à Philadelphie, en fait. C'est très pessimiste, je sais, mais là, Embiid fait une saison vraiment très, très impressionnante. Il a été clutch à plusieurs reprises. Je crois qu'au niveau de l'efficiency, c'est sa meilleure saison aussi. Quand il veut, il décide de défendre fort. Voilà, tu sens que c'est quasiment le meilleur défenseur à son poste. Il peut l'être s'il le veut. Je vois toujours le même problème c'est récurrent, mais du fait qu'il ait autant de responsabilités offensives. Regardez les cartons dont tu parlais, les cartons consécutifs dont tu parlais, Antoine, tout à l'heure. Même si Harden joue très bien, j'en conviens, ça repose quand même toujours beaucoup sur Embiid. La charge de travail est importante. Il manque plus tant de matchs que ça. Et j'ai peur, encore une fois, qu'en playoff, même si l'effectif est bien, c'est pas fantastique en termes d'impact défensif, notamment. Je trouve qu'ils prennent encore beaucoup de points et sur des séquences, je les trouve un peu perdus, même quand il y a le meilleur line-up, hein, et même dans un line-up où tu as PJ Tucker, qui est quand même pas n'importe qui, Melton qui est censé bien défendre aussi, je les trouve pas très rassurants défensivement. Même avec Embiid, et j'ai peur que ça se reproduise comme tous les ans, c'est-à-dire que il arrive avec il se fait une petite blessure juste avant ou en tout début de playoff, qui peut pas être à 100%, que du coup ça va reposer sur Harden, qui est jamais à 100%, enfin il n'arrive jamais à s'exprimer pleinement en playoff, quelle qu'en soit la raison, et c'est pas forcément toujours de la même manière. J'ai l'impression qu'il y a encore ce même schéma qui peut se reproduire. C'est très très défaitiste, hein, j'en conviens. Mais j'ai l'impression que même avec cette qualité-là, je suis d'accord, c'est peut-être le meilleur effectif qu'ils ont depuis l'équipe avec Butler. C'est peut-être le meilleur effectif sur le papier, mais je pense que la seule raison pour laquelle je pourrais être confiant pour les Sixers en arrivant en playoff, c'est une saison où Embiid n'a pas besoin de mettre 35 points. Peut peut-être même juste se concentrer sur l'aspect défensif et prendre un titre de DPOY, tu vois, et où l'équipe tourne bien quand même sans qu'on ait l'impression qu'ils creusent vraiment dans leurs ressources. C'est un peu comme font les Bucks, c'est-à-dire j'ai pas l'impression qu'Giannis donne encore 100% de ce qu'il est capable de donner dans des matchs de playoff. Et là, j'ai quand même l'impression que Embiid est quand même vachement obligé de se décarcasser, de mettre des game winners, de planter 35 points par match, et je lui souhaite pas, hein, je touche du bois pour lui, j'ai envie de voir Embiid tout éclater en playoff et pas être gêné physiquement, mais j'ai l'impression que le risque est encore important que ça se reproduise. Mais moi, même s'il n'était pas gêné physiquement, en fait, je ne serais pas non plus très... Après, je pense que les Sixers ont une carte. Les Sixers ont une carte, je pense que tu ne peux pas les écarter de la course au titre. Je pense effectivement qu'ils font partie des candidats. Je dirais qu'ils font partie des candidats un peu à la marge, un poil derrière peut-être le top 4 ou le top 5 un poil derrière le top 4 des plus gros candidats. Ce serait peut-être la cinquième roue du carrosse. Mais même si Embiid était en forme, leur effectif, ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est une prise de position intéressante de se dire que c'est la meilleure équipe depuis 2019. Et pourtant, je trouve que cette équipe, elle manque beaucoup de profondeur, en fait. Passer le 5 majeur, c'est faible. Et déjà, ils sont obligés de faire jouer Maxey en sortie de banc, parce que sinon, c'est déséquilibré au possible. Ça manque non seulement de joueurs qui sont capables d'impacter en playoff, mais en plus, ça manque de two-way players.
Donc vraiment, la rotation, elle va se réduire au fur et à mesure des matchs, encore plus que d'autres équipes. Tu vois, Boston, ils vont encore pouvoir compter sur 9 joueurs, je pense. Milwaukee, pareil, 9 joueurs, parfois 10 selon les matchs. 9 joueurs très sérieux qui peuvent te donner vraiment 10 minutes minimum sur des demi-finales, finales de conférence. Les Sixers, en fait, à ce stade, ils vont jouer à 7 ou 8. Ils vont jouer à 7 ou 8. Et encore, ils vont jouer à 7 ou 8. Dans les 8, tu auras du George Niang, tu vois, des mecs qui seront là, grosso modo, que pour shooter. Là, comme je vois en playoff, c'est quoi? Maxi, Harden, Embiid, Harris, Melton, Niang et PJ Tucker et Milton. Et sachant que voilà, et Milton. Ça va être. Et dans ces mecs-là, Milton, Niang, ils ont chacun leur qualité. Hein. Milton est capable de scorer, il peut apporter des choses. Niang peut mettre des shoots. Mais c'est très compliqué. Montrezl Harrell, on sait que ça joue plus du tout en playoff. Jalen McDaniels, il est un peu jeune et il ne met pas un 3 points, ça va poser problème en playoff. Il va être exposé. PJ Tucker, il défend très fort, mais pareil, il ne met plus un tir. Alors, s'il met ses tirs, c'est différent. Furkan Korkmaz, il ne va pas jouer. Il y a beaucoup de mecs qui ne vont plus jouer. Leur rotation, je la trouve très faible. Et du coup, même si Embiid est monstrueux, j'ai peur que ça soit trop juste, en fait. Je les vois. Après, voilà, on ne sait jamais. Un blessé pour Boston, un blessé pour Milwaukee, tu ne sais jamais. J'arrive à les voir battre une des deux équipes. Tu ne sais jamais. Sur une série en 7 matchs, c'est éventuellement possible. Mais je ne m'imagine pas Philadelphie qui sort à la fois les Bucks et les Celtics. Tu vois, les deux dans la même campagne, ça me semble impossible. Et juste un dernier petit truc, après, pardon, je ne monopolise plus la parole. Mais juste les Sixers, c'est très facile de s'enflammer pour les Sixers pendant la saison parce que c'est vraiment une équipe qui est capable de gagner plein de matchs de saison régulière. L'an dernier, ils finissent premier à l'Est. Non, deuxième, pardon, c'est le Heat. Ouais, mais bon, tu vois, ils finissent généralement bien classés. C'est très facile de s'enflammer. Harden va être fort chaque saison régulière. Embiid va être fort chaque saison régulière. Leur jeu, et quand il y a moins besoin de profondeur, ça joue différemment, l'intensité est différente. Tu peux plus facilement te reposer sur certaines choses qui marchent. En playoff, cette équipe, à chaque fois, elle monte des limites. Donc, en gros, c'est très facile de s'enflammer pendant des mois sur les Sixers, mais leurs lacunes en playoff, elles restent les mêmes et j'ai pas l'impression. Tu vois, Harden, là, on sent qu'il est en contractière et c'est bien, il est à 40% à 3 points, il va aller chercher son gros contrat. Quand en playoff, il va falloir qu'il soit régulièrement très, 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 très fort. J'ai peur qu'il y ait un moment où ça monte des limites. Je pense qu'il sera très bon, mais je pense qu'il y a un moment où ça va montrer des limites. Et notamment qu'on sera défendu peut-être à 2, comme l'année dernière face à Miami, ou tout terrain. D'ailleurs, c'était PJ Tucker qui s'en occupait pas mal, mais c'est vrai que c'est notamment face à des grosses défenses que Harden s'effondre un petit peu. Et chaque année, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de... il y a une différence entre la saison régulière et les playoffs pour les Sixers. Perso, ce qui me rassure, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et je suis plutôt pessimiste, mais histoire de trouver aussi un petit peu d'optimisme, de bons trucs à dire. Optimisme de Ben à chaque fois. Voilà. Mais je suis obligé parce que tout n'est pas noir pour les Sixers, quoi. Et c'est vrai que je trouve que pour le coup, si je dis que c'est le meilleur effectif depuis 2019, c'est surtout une question de, comment dire, d'alchimie et de se mettre en jambes. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le meilleur sur le talent. D'ailleurs, je sais pas trop parce que j'ai pas en tête tous les effectifs et que difficile de jauger Ben Simmons époque Sixers. Mais ils se connaissent bien, il y a une vraie alchimie. Et il y a une vraie alchimie entre Harden et Embiid qui sont les deux joueurs qui s'échangent le plus le ballon cette saison. Et ça, je trouve ça assez positif. Et au-delà de ça, je trouve que pour une fois, il y a un vrai fond de jeu à Philadelphie et que justement, ça repose pas seulement sur du Embiid ball qui prend le ballon, qui post-up, qui joue son truc et autour, ça se contente de bouger un petit peu sans ballon et de prendre les tirs qu'on donne. Là, pour le coup, il y a vraiment un fond de jeu basé sur le pick and roll. Alors, c'est pas super original de faire du pick and roll en 2023 et de faire que ça à tous les matchs, mais quand tu as un super créateur comme Harden, qui est super toujours à mi-distance d'ailleurs, et qui peut être super impactant au niveau scoring, et que tu as Embiid à côté qui, pour le coup, à mi-distance, à 3 points, dans la raquette, etc., est merveilleux. Je trouve que tu as vraiment une des meilleures armes de la NBA actuellement. Et en la faisant fonctionner en playoff, si tu arrives à transposer ça, je pense que tu as moyen de faire quelque chose de plus que les années précédentes, où parfois le jeu se reposait vraiment trop sur Harden qui crée pour tout le monde, sur Embiid qui débloque la situation, en fait sur des profils particuliers, alors que là, il y a enfin un jeu d'équipe. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis sinon, on a parlé d'efficacité. Je trouve que les deux joueurs, d'ailleurs, se mettent très bien en valeur tous les deux. Parce que justement, sur ce pick and roll, ils posent des vrais problèmes à la défense. C'est-à-dire que si jamais tu passes sous l'écran, tu es sûr que l'un des deux va tirer. Si tu passes au-dessus de l'écran, tu es sûr que ton pivot il va être plus lent que Joel Embiid, il va se laisser déborder. Ou que Harden va sortir de pénétration. Ce qui fait de moins en moins, mais ce dont il est encore capable. Et en fait, cette arme-là et tous les joueurs qui s'articulent autour, qui sont de bons shooters, et pour certains, rares,
de bons défenseurs comme Tobias Harris, je trouve qu'on a un projet cohérent. Et ça, c'est un petit peu la note d'optimisme, parce que c'est quand même un gros progrès à Philadelphie. Avant, on avait juste des stars. En 2019, c'était juste des stars qui étaient toutes balancées avec un coach assez moyen et pas vraiment de fond de jeu. Les années précédentes, on a vu pareil des effectifs qui étaient un petit peu incohérents, un peu bizarres. On se posait toujours la question, est-ce que Ben Simmons et Embiid ça marche? Là, on a enfin un effectif, on peut se dire, sur le papier, c'est cohérent, c'est cool. Harden-Embiid, c'est un bon duo. Le 5 majeur autour, il est efficace. Et effectivement, même si ça manque de profondeur, et même s'il y a encore énormément de questions autour de ça, ne serait-ce que le coach, je trouve que pour une fois, on a un petit peu des raisons de croire qu'ils peuvent enfin jouer leur carte d'outsider qui gardent dans leurs mains chaque année depuis 2019, justement. Donc, je suis pas rassuré, mais quand même un peu optimiste. Mais ouais, mais oui, ça s'entend de ce que tu dis, ça s'entend. Moi, là, je plaide un peu le chat échaudé qui craint l'eau froide, tu vois. C'est-à-dire que j'ai tellement eu l'habitude de voir Harden baisser de façon significative de niveau ou d'impact, en tout cas en playoff, que dans ma tête, ça va être un peu Joel Embiid à 70%, parce que j'ai eu l'habitude de le voir à 70% en playoff contre des équipes qui seront a priori au complet et à 100% de ce qu'elles peuvent faire, avec Doc Rivers qui parfois en playoff a aussi eu du mal à trouver la bonne formule, la bonne rotation. C'est plein de choses comme ça qui me font un peu douter. Par contre, à leur crédit, j'ai l'impression, à part peut-être Harden au moment du All-Star Game, et je pense que ses griefs étaient justifiés, le fait de ne pas avoir été All-Star alors qu'il faisait une super saison, qu'il estime qu'on lui manque un peu de respect, tout ça, je peux l'entendre. J'ai l'impression qu'on les a quand même moins entendus se plaindre dans les médias que les autres années, où j'ai toujours l'impression qu'ils se plaignent de tout et de n'importe quoi en termes pas d'exposition médiatique, parce que ça reste une équipe quand même assez médiatisée, mais sur le fait qu'on croit finalement peu en eux, alors que les schémas se répètent, et c'est difficile de leur demander plus que ça, quoi. Mais donc là, cette année, je n'ai pas eu trop l'impression qu'il se soit répandu médiatiquement, notamment Embiid. Alors, on n'a pas entendu forcément répondre énormément aux sollicitations sur le MVP, alors que typiquement, là, c'est le sujet un peu brûlant. Il pourrait lui demander tous les soirs est-ce que tu penses que tu es meilleur que Jokic? Si oui, pourquoi? Et il serait capable de se disperser un peu et de faire des déclats. Mais il le fait pas, et j'ai l'impression qu'il est plutôt concentré là-dessus. Donc, vu que là, notre sujet, c'est Embiid, je suis plutôt optimiste pour Embiid et ce qu'il est capable de faire. S'il y a toujours cet inconnu du physique, et j'ai l'impression qu'il y a une malédiction, il y a toujours un petit pépin qui arrive et qui fait qu'il se blesse au mauvais moment, ou qu'il n'est pas à 100%. Et pour moi, si lui, il n'est pas à 100%, et si Harden n'est pas à 100%, ou en tout cas en mode full playmaker, en ayant augmenté un peu le niveau de sa défense aussi, parce que c'est toujours compliqué, honnêtement. Clairement. Il est très bon au playmaking, mais je trouve qu'il ne fait pas les efforts, c'est assez visible. Tu regardes les matchs, il est excellent offensivement, mais en défense, c'est un peu... Voilà. C'est Harden. C'est Harden. S'il n'y a pas ça, j'ai du mal à les voir faire mieux que d'habitude et aller en finale de conf, parce que tu regardes jouer Milwaukee, tu regardes jouer Boston quand ils sont en pleine puissance, ça me paraît au-dessus, hein, et c'est pas du tout au détriment. Enfin, je sais pas, contre Embiid, je le trouve exceptionnel cette année. Je veux dire, juste regarder les matchs des Sixers, voir un mec de ce gabarit-là être aussi fluide techniquement et athlétiquement, c'est super. Surtout quand il ajoute l'ADN clutch comme sur les derniers matchs là contre Portland, c'était superbe. Mais si on se projette plus sur long terme, vu que c'est ce dont on parlait, j'ai du mal à être ultra optimiste sur leur chance en playoff. Et par contre, être dans la peau être moins attendu, c'est peut-être ce qui est le mieux pour eux. Ouais, je pense que c'est une équipe qui ne sait pas supporter la pression. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes à se retrouver dans cette position, et ça a été ça fait 4 ans qu'ils sont à chaque fois présentés, et je pense à tort, comme des grands favoris pour le titre, alors qu'au final ils n'ont pas passé le deuxième tour. Là, d'être un peu moins attendu, parce que Milwaukee et Boston sont tellement considérés comme les grands favoris. Je pense que pour Philly, arriver avec le couteau entre les dents sur une série comme ça, en mode ok, de toute façon tout le monde nous donne perdant, on va voir. Je pense qu'ils sont capables de sortir un des deux. Je pense que c'est possible qu'ils sortent un des deux. J'arrive pas à les imaginer rééditer l'exploit, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à les voir, par exemple, jusqu'en finale ou gagner le titre. Mais je pense qu'effectivement, ils peuvent faire quelque chose, peut-être aller en finale de conférence. Il faudrait des circonstances, un peu de circonstances à mon avis. Mais c'est pas mort, tu vois. Je me dis pas non, c'est impossible, tu vois. Il y a cette carte. Pour Embiid, après, juste un truc, quelque part,
bah ouais, il atteint le sommet de sa carrière, mais c'est son prime, hein, Embiid. Là, on est pile dedans. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est à la fois rassurant et inquiétant. C'est qu'Embiid, là, il a 28 ans. Donc oui, il a atteint une certaine maturité. Moi aussi, je trouve qu'il parle nettement moins. Je trouve ça intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il aurait pu tellement se perdre dans des trucs. Mais pour le MVP, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est Daryl Morey qui le fait à sa place, du coup. Ah ouais. Daryl Morey qui est Il est fatigant. insupportable sur marrant. Twitter. Avec le de toute façon Zach Lowe l'avait très bien dit là, qu'il en a marre de Morey qui dit si c'est pas genre si tu votes pas Embiid pour le MVP t'as rien compris. Non, quand même pas, mais ouais, effectivement il a mûri puis il est au sommet de son art, quoi. Donc le problème c'est que c'est un peu maintenant ou jamais, et c'est pas contre Embiid il est très fort, les Sixers ils sont forts, mais au final t'as l'impression qu'il y a, tu vois, pour le MVP quelque part tu pourrais dire ouais bah il est très fort, mais Jokic quelque part c'est encore plus fort. Et même chose pour les Sixers, tu pourrais dire bah, les Sixers c'est très fort, mais désolé, les Bucks et les Celtics ils existent, quoi. Ils font aussi partie de ce monde-là, ils jouent dans la même ligue. Donc bon, voilà. C'est vrai que je suis d'accord qu'il a un petit peu peut-être un cran en dessous déjà. Enfin, MVP on l'a dit, même pour dans la course au titre, effectivement pareil, il est en dessous du groupe de favoris, notamment à l'Est avec Milwaukee et Boston qui sont super sereins. C'est vrai que quand tu arrives à tes 29 ans, pardon. Et que tu n'as jamais passé un deuxième tour de playoff, tu peux te poser des questions quand même sur la viabilité de construire un projet autour de Joel Embiid, parce que ça n'a jamais vraiment marché. Et comme tu dis, c'est un petit peu l'année ou jamais, parce qu'on a un peu la sensation quand même que si cette année, il y a quelque chose qui se passe mal, par exemple comme l'année dernière face à Miami, ou surtout comme il y a 2 ans contre Atlanta, où il s'était fait sortir par l'outsider qui était supposé être une équipe largement inférieure, et dans des circonstances affreuses en fait, où... Ben Simmons met pas son panier juste sous le panier, quoi, ou Joel Embiid est en dessous sur la série, Doc Rivers choke comme d'habitude. En fait, tu as tous les éléments pour un naufrage complet des Sixers, et s'il arrive ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est un petit peu la goutte de trop, quoi. Donc j'ai envie de croire que cette année ça va aller. Et on parlait de circonstances justement, je trouve qu'un truc aussi qui peut être sur lequel on peut se laisser pencher pour l'optimisme, c'est qu'à chaque fois, Joel Embiid il est blessé pour des trucs débiles. Par exemple, l'année dernière, c'était contre les Raptors au premier tour. Il s'était pris un coup au niveau de l'œil par passer sa cam. Et ça, c'est le genre de choses qui pourrait arriver à n'importe quel joueur. Et n'importe quel joueur serait blessé là-dessus et aurait souffert sur la suite des playoffs à cause de ça. Donc, en espérant que ce genre de choses ne lui arrive pas et qu'en plus, il reste à peu près en bonne forme parce que les blessures normales lui arrivent aussi. Mais s'il arrive à éviter ça, j'ai envie de croire que pour la première fois de sa carrière, on peut voir un Joel Embiid à 100% en playoff. Et ça pourrait vraiment changer des choses. Notamment parce que je trouve qu'il a trouvé un peu son sweet spot, qu'il commence à vraiment connaître ses zones préférentielles, qu'il commence à vraiment connaître son jeu. Il a appris comment vraiment attaquer de manière efficace. C'est le Joel Embiid le plus complet qu'on a vu depuis le début de sa carrière. Et ça me rassure un petit peu sur ce qu'il peut faire en playoff. Mais bon, après, voilà, il y a le jeu de circonstances. Ça va être ses premiers playoffs en tant que joueur français, si je ne m'abuse. Joueur français et américain. Joueur français et américain, oui. Et clairement, mais après, je pense que pour le coup, on ne serait pas contre un petit Joel Embiid en équipe de France sur le plan de niveau, en tout cas, sans vouloir relancer le débat. Maintenant qu'il est là, oui. De toute façon, maintenant, effectivement, il est... ce qui est fait est fait. Mais pour continuer un petit peu sur Joel Embiid, justement, je vais adresser cette question-là qu'on a tous plus ou moins effleurée à un moment. Chaque année, on a l'impression, même Antoine, tu as toujours les chiffres à chaque fois qu'on parle de Joel Embiid. À chaque fois, Joel Embiid est un petit peu en dessous en playoff. Il y a une petite chute, c'est pas un joueur de playoff pour l'instant. Il domine pas autant qu'en saison régulière, où il est le meilleur score de la ligue, ou peut-être le deuxième, j'arrive plus à suivre entre lui et Luka. Mais en l'occurrence, à chaque fois, il y a une baisse. Est-ce que vous pensez que cette année, il peut enfin transposer son niveau de saison régulière en playoff ? Après, il l'a déjà fait, si je peux me permettre de commencer, il l'a déjà fait. C'est juste que sur certaines séries, il n'a pas toujours. Je trouve pas que c'était pas un joueur de playoff, par exemple, même si je sais que c'est pas ça non plus que tu penses, mais c'est juste qu'il a. Bon, déjà, c'est dur d'avoir le même impact en playoff, mais il a pas non plus survolé les playoffs. C'est-à-dire que à Philly, il y avait souvent cette idée comme quoi Ben Simmons en playoff, alors que. Mais c'est pas comme si Embiid il s'était non plus arraché sur toutes les séries, en fait. C'était plus ça. C'est-à-dire que la narrative était un peu... vous voyez un peu comment ça s'est construit, et notamment après la série contre Atlanta, où c'est justement Ben Simmons qui s'est effondré, où avec cette action, il ne prend pas le lay-up, etc. Mais Embiid aussi s'est troué sur des séries, et c'était ça plutôt l'idée. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que ça va se transposer ? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça se transposait déjà plus ou moins.
Le problème, c'est qu'est-ce que les Sixers vont faire selon les réactions de la défense. Par exemple, aujourd'hui, moi, je me dis qu'Embiid, il va faire des cartons, mais s'il y a une série contre Milwaukee, je sais que j'ai Brook Lopez dans mon effectif, je sais que j'ai Giannis Antetokounmpo, je sais que Bobby Portis va pouvoir me donner quelques fautes ou va pas tenir Embiid, mais tu vois, il va être là. Je me dis, I'm fine, quoi. Tu vois, je peux le contenir suffisamment pour me dire que derrière, qui va me punir? Est-ce que c'est James Harden qui va me punir alors qu'il a Jerry Holiday sur le dos? Qui va me punir derrière? Tobias Harris, s'il va tourner à 25 points sur la série. Tu vois, j'arrive à me dire ça va. On n'a pas non plus de raison d'être en méga flip devant Joel Embiid, même si c'est un énorme joueur qui va être fort. On va le respecter, c'est la superstar. On ne va pas avoir envie qu'il nous marche dessus. Mais tu vois, il y a certaines équipes, je pense, elles vont plus flipper au moment d'affronter certains joueurs que les Bucks au moment d'affronter les Sixers. Si je suis les Celtics, si j'ai Robert Williams à 100% et que j'ai Al Horford, pareil, tu vois, je me dis, quelque part, I'm fine, quoi. Tu vois, on va se débrouiller. On va avoir des joueurs qui vont être capables de le ralentir un peu. Par contre, qui derrière va stopper à la fois Tatum et Brown? Parce que Tucker, à moins qu'il se duplique, tu vois, ça risque d'être plus compliqué. Moi, c'est ce genre de choses où je me dis, oui, son jeu, il va se transposer, il va être très fort, mais les équipes qui sont au-dessus de nous, elles ont a priori des armes pour le ralentir. Donc, qui mettent 40 points de moyenne contre je sais pas, contre les Knicks, c'est très bien. Il peut même mettre 30 points de moyenne, 35 points de moyenne contre les Bucks, mais s'il est à 45% à la place de 55, ou tu vois, voilà, j'ai suffisamment fait le taf. Ou si derrière, il n'y a personne d'autre qui est capable de suivre ce que lui fait, c'est bien, Embiid, il peut mettre ses 35 points, il peut être très fort. Ça ne peut ne pas suffire. Je pense quand même que là, ça va être ces playoffs, ça va être un tournant pour lui. S'il est à pleine puissance et que les Sixers arrivent aussi en bon état, c'est un tournant parce que, mine de rien, sur toutes les campagnes précédentes, j'ai l'impression qu'il s'en est plus ou moins bien sorti au regard des critiques et tout ça, parce que à un moment, c'était Brett Brown qui n'était pas un assez bon coach pour lui, Ben Simmons qui n'était pas un assez bon coéquipier, Doc Rivers pas un assez bon coach après. Je pense que là le moment est vraiment venu de montrer qu'il est capable, même avec des adversaires de très très haut niveau, d'être assez dominant pour emmener ton équipe. Puis il n'a pas une équipe de branque, on est d'accord. Il a quand même une équipe. C'est pas un mec isolé tout seul dont on va attendre. Là, ils vont attendre des belles choses, mais il est bien entouré aussi. Donc il a les conditions qui sont réunies pour ne pas avoir à dire non mais regardez, c'est Ben Simmons, regardez, c'est, même s'il le disait pas directement, mais c'était toujours un peu implicite au bout d'un moment. J'aime beaucoup Embiid, il a aussi une spontanéité quand il répond aux interviews. Il n'a pas trop de filtres, c'est intéressant, mais il y a toujours ce côté, ce que j'appelle un peu la culture de l'excuse qui revient fréquemment avec lui. Alors au début de sa carrière, c'était pour les blessures, et il avait raison, le pauvre. Il fait des saisons blanches, il se reblesse. Bon. Là, je pense que c'est un peu le moment de se dire plus d'excuses, et je montre qui je suis. Peu importe si j'ai pas le MVP une troisième fois de suite, je dois montrer que je suis le pivot, le dernier des Mohicans dans les pivots dominants à l'ancienne, avec en plus tout ce que je peux apporter d'autre à côté de ça. Et c'est le moment, parce qu'au bout d'un moment, il va devenir le facteur commun à toutes les déceptions des Sixers. Ce sera même pas Doc Rivers, ce sera pas Ben Simmons, et on se dira les Sixers sous Embiid, c'était sympa, mais ça n'a jamais rien fait. Donc c'est le moment. C'est vrai que l'année dernière, du coup, pour évoquer les stats, quoi, on prend la série face à Toronto. Typiquement, il est à 26,2 points. Il est sur ses standards en termes d'efficacité, à part à 3 points, mais il tourne à 52% au shoot, il prend 11,3 rebonds. Mais quand il tombe sur le hit, typiquement, il arrive à moins de 20 points de moyenne sur la série. Il prend moins de 10 rebonds sur la série. Bon, 9,8, c'est quand même vraiment pas loin. Et surtout, il tire seulement à 42,6% au tir. Donc en fait, l'idée de ce qu'évoquait Antoine par rapport aux Bucks, avec vraiment des gars à lui envoyer dessus, le limiter à 45% au tir et le limiter dans son efficacité, c'est un truc qui lui est arrivé plusieurs fois en playoff dans sa carrière. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette crainte qu'il refasse un petit peu la même chose. Et je suis d'accord avec toi, Shai, en fait, il faut qu'ils arrêtent de se trouver des excuses. En fait, tous. Et peut-être qu'il faut aussi qu'on arrête de trouver des excuses aux Sixers, parce qu'on a un peu envie de dire, par exemple, à chaque fois, s'ils sont quelque part, s'ils ont l'avantage 3 à un moment, Doc Rivers va tout faire péter et ils vont se faire remonter sur la série. Mais c'est pareil, cette année, on ne peut plus trop partir dans l'idée de dire mais c'est normal, c'est Doc Rivers, ils vont se prendre un 3-1
et se faire remonter. On peut pas attendre ça des Sixers, quoi. Il y a un moment, il faut évoluer. Mais c'est vrai que là, en l'état, avec les équipes qui sont en face d'eux, on a du mal à imaginer autre chose qu'une excuse ou une défaite humblement acceptée s'ils doivent se taper d'abord Boston, puis ensuite Milwaukee ou l'inverse. Mais pour un petit peu finir sur cette histoire d'Embiid, j'aimerais qu'on se projette en particulier sur les match-ups qui pourraient se manger en play-off et qui pourraient être un peu compliqués, c'est-à-dire ce qu'il pourrait prendre au premier tour et puis ensuite sur les séries potentielles face à Boston et face à Milwaukee, parce que je trouve que c'est vraiment l'enjeu déterminant de la saison, savoir si Embiid pourra passer ces équipes-là pour faire quelque chose avec les Sixers. Donc là, typiquement, si on prend le classement actuel, les Sixers sont donc les troisièmes de la conférence avec un bilan de 45 pour 22 défaites et ils devraient plutôt rester à ce niveau-là ou au mieux monter en deuxième position. Et donc ça implique de se manger les sixièmes ou une équipe qui sort de play-in. C'est-à-dire là par exemple si les playoffs devaient commencer aujourd'hui, ce serait les Knicks. Admettons qu'aujourd'hui les Sixers jouent contre les Knicks. Quel est votre pronostic sur la série, en particulier du point de vue de Joel Embiid? J'aurais l'impression, sur Embiid spécifiquement, les Knicks ont... Alors, Mitchell Robinson fait une bonne saison, hein, si on prend vraiment sur du match-up logique. Mitchell Robinson fait une bonne saison, mais je ne l'imagine pas éviter les problèmes de faute face à Embiid, qui est déjà un chef pour provoquer des fautes en pagaille. Et ça me paraît un peu juste, Robinson. Il y aurait certainement d'autres. Il se débrouillerait autrement. Thibodeau, c'est pas le dernier pour trouver des astuces défensives. Ça me paraît un peu léger. C'est pas le genre d'équipe que je vois vraiment freiner Embiid sur une série de playoffs, honnêtement. Ouais, je pense que Embiid le roulerait dessus, même si c'est même pas une manière de disrespecter les Knicks. Hein. Les Knicks sont valeureux, mais c'est le genre d'équipe qui va rien pouvoir faire contre Embiid. Embiid, il va vraiment dominer cette série. Quelque part, ça peut le mettre en confiance d'ailleurs pour le deuxième tour, de bien commencer. Je pense que les Sixers gagneraient 4-1 ou un truc comme ça avec un Embiid vraiment dominant. Et s'ils peuvent passer le premier tour sans qu'Embiid il soit obligé, par exemple, sur 5 matchs, il joue que 2 quatrièmes cartons ou 3, c'est très bon signe pour les Sixers. Tu arrives en confiance, il est un peu frais, tu as eu des jours de repos, ça c'est parfait. C'est pour ça que je les imagine bien éventuellement éliminer un des deux entre Boston et Milwaukee, mais pas le deuxième. Mais je suis d'accord pour dire que les match-ups contre les équipes de New York, typiquement, c'est un peu les plus faciles. Parce que pareil, on a les Nets qui sont pas trop loin et qui pourraient éventuellement tomber en 6 et que les Sixers pourraient se manger. Et ça, pour le coup, c'est pareil, c'est un match-up qui a l'air assez facile du fait du manque d'expérience de l'équipe, pareil, des profils. Nick Claxton est super, mais ça va être un petit peu difficile de défendre tout seul sur Joel Embiid. Par contre, je trouve le match-up Heat pourrait être un petit peu déterminant là-dedans, parce que si jamais il monte en 2, que le Heat sort du coup comme prévu, parce que là pour l'instant on se projette sur le papier évidemment, parce que la saison n'est pas terminée et qu'on n'a pas encore les brackets, mais si comme prévu le Heat sort en 7ème, ou en tout cas se mange les Sixers, c'est vrai que pour le coup sur le plan physique c'est plus compliqué, et avancer vers la suite ça va être un peu galère. Donc je pense que la première série elle va pas mal déterminer la suite des playoffs, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse différence d'arriver avec un Joel Embiid qui a joué 25 minutes, 30 minutes par match, ou avec un Joel Embiid qui a joué 35-40 minutes par match sur la série suivante. Et pour passer direct du coup à ce match-up contre Boston, qui je trouve est peut-être l'un des plus intéressants, parce qu'on a presque une rivalité qui s'est créée à terme avec les Celtics, parce qu'il y a eu des éliminations, parce qu'il y a toujours un petit peu une rivalité historique aussi entre les Celtics et les Sixers. Qu'est-ce que ça donnerait si on avait donc ce match-up Embiid en face de pivots assez complets comme Robert Williams, je compte Al Horford comme un pivot, puis même Grant Williams, il y a de la viande quoi envoyée, il y a de la profondeur. Qu'est-ce que ça donnerait sur cette série-là? Quand c'est sur certaines possessions et pas un assignement sur tout le match, Grant Williams, j'ai le souvenir qu'il fait toujours des trucs qui est vraiment très très bon sur Embiid pour le dérouter. Alors c'est pas un Embiid stopper, il y a pas vraiment, Embiid fait partie de ces joueurs où il n'y a pas le Embiid stopper. Mais par contre, Boston a vraiment une multiplicité d'armes pour l'embêter, parce que avec différents profils, hein, t'en parlais Antoine tout à l'heure des armes qu'ils avaient à leur disposition, les Robert Williams, à Horford à l'expérience, Williams avec l'énergie, la débauche athlétique près du cercle, Grant Williams un peu en roublardise et en impact. Ils ont vraiment ce qu'il faut pour lui envoyer plusieurs choses à la fois. Ça ne l'empêchera pas d'aller 17 fois sur la ligne, hein, je pense. Ça va dépendre beaucoup de l'arbitrage aussi. L'arbitrage est très important en playoff pour Philadelphie, parce qu'ils ont quand même 2 joueurs qui sont réputés pour aller extrêmement souvent sur la ligne, dont Embiid. Et il ne faudrait pas qu'il se frustre avec un match ou deux où les coups de sifflet ne vont pas dans son sens et où il a l'impression que ce sera plus compliqué. Mais Boston spécifiquement, l'équipe a ce qu'il faut.
Après, est-ce que Mazzulla est un aussi bon coach défensif que Udoka? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il va reprendre texto la même formule que l'année dernière? Je sais pas. Il était déjà là, donc c'est un avantage. Mais s'il y a cette série, ce sera pas du tout cuit pour Embiid. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je pense que les Sixers ils peuvent gagner cette série. Je les mettrais absolument pas favoris. Hein. Je me dirais quand même que Boston est meilleur. Mais je pense que les Sixers, selon comment ça se goupille, je pense effectivement, tu as raison, les coups de sifflet, il y a plein de trucs, même le déroulé de la série, il y aura vraiment énormément de facteurs. Mais je pense que ils peuvent plus facilement, je pense, prendre Boston que Milwaukee. J'arrive pas à les voir battre Milwaukee. Peut-être aussi parce que j'évalue Milwaukee légèrement au-dessus de Boston. J'arrive pas à je pense que Milwaukee, c'est trop physique, tu vois. Je pense qu'ils vont les frustrer, ils vont les tuer, ils vont les énerver, Brook Lopez, Giannis, c'est vraiment des mecs qui vont, avec Jrue Holiday qui va s'occuper d'Harden. J'arrive vraiment pas à imaginer Philly battre Milwaukee, mais je suis capable d'imaginer Philly battre Boston, même si je pense que ça serait vraiment en 7 matchs si ça devait arriver. En tout cas, pour répondre à la question, voilà, ouais, il y a Horford qui a longtemps été la grande bête noire d'Embiid. Il a longtemps malmené en playoff. Je pense que là, les rapports de force seraient inversés. Je pense qu'aujourd'hui, Embiid est arrivé à un niveau où, au final, qui que ce soit en face de lui, il va être bon. Et il faudrait que vraiment Robert Williams soit à 100%. Voilà, je pense qu'Embiid va mettre ses points. Après, Boston a plus d'armes, plus d'atouts, plus de qualité, plus de polyvalence. Donc, au final, Boston pourrait gagner la série, même si Embiid met 35-36 points par match. Mais je pense qu'Embiid s'en sortirait sur une série comme ça. Je ne me dis pas qu'il va se faire éteindre. Je pense, comme tu l'as dit, Shai, ça fait un partie des joueurs où il n'y a pas de stopper. En fait, le gars est trop fort, trop dominant, trop grand. Il va marquer quoi qu'il arrive. Je trouve que sur cette fin de tableau, on va dire avec les Sixers, les Celtics et les Bucks, les Sixers ont quand même toujours ce match-up un petit peu où il y a pas mal de force à l'intérieur en face et il y a toujours un mec au poste 1-2 pour neutraliser un petit peu James Harden. En l'occurrence, ce serait Marcus Smart pour les Celtics. Et je pense que les deux séries sont dures, mais je suis un peu comme toi, Antoine. Je pense que ça fait une bonne transition. J'ai quand même l'impression que niveau physique, niveau ne serait-ce que taille d'ailleurs, les Bucks sont vraiment particulièrement bien équipés, alors que les Celtics seraient peut-être un peu encore limités. Comme vous, en fait, je mets les Celtics quand même devant parce que déjà, il y a une meilleure saison, parce qu'il y a plus de profondeur, largement, et parce que justement, ils ont les armes pour défendre Philadelphie, alors que l'inverse, c'était pas vrai. Et pour le coup, je pense que Embiid pourrait faire une très très bonne série et éventuellement faire gagner son équipe. Par contre, face aux Bucks, j'ai un petit peu du mal à le voir aussi fort, parce que déjà, bon, on a Giannis, on a Brook Lopez, on a Bobby Portis, on a déjà fait un petit peu les profils. Mais c'est vrai qu'en plus, on a une équipe qui est vraiment bien établie, qui a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses sur le plan défensif, qui est vraiment rodée, qui connaît le chemin jusqu'au final, et qui a eu l'habitude de jouer contre des mecs dominants, comme Embiid, dont Embiid d'ailleurs. Mais en fait, je trouve que c'est la série la plus difficile pour les Sixers, et limite, ils auraient plus de chances de gagner les finales NBA qu'une finale de conférence contre Milwaukee. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, je trouve qu'ils sont parfaitement équipés. Ouais, je suis assez d'accord. Mais pour Milwaukee, c'est difficile de penser autrement parce que même sans parler directement des match-ups qu'Embiid devrait déjouer, qui sont tous ceux que vous avez évoqués et qui sont déjà bien, bien costauds, je pense aux autres endroits du terrain où Jrue Holiday va éteindre n'importe qui sera en face parce qu'on sait comment il est en play-off, que le reste de l'équipe, c'est quasiment tous des bons défenseurs, même les Middleton, Giannis, n'en parlons pas. Et du coup, ça va faire exactement la situation que à chaque fois je redoute pour Embiid, c'est de devoir tout faire et d'avoir tout le poids sur ses épaules parce que j'ai l'impression que ça c'est compliqué, et ça lui demande beaucoup d'énergie, il est en péril physiquement avec cette configuration-là, et moi je veux pas que ça arrive comme ça pour lui. Et j'ai l'impression que contre Milwaukee, c'est exactement ce qui se passerait. Il serait un peu, j'aurais peur du seul contre tous, et ce serait pas positif pour les Sixers et pour Embiid tout seul. Moi, je te rejoins complètement. Après, voilà, précisons bien, on parle dans un monde où tout le monde est au complet. Parce que Milwaukee, voilà, si tout le monde est au complet, je pense que les Bucks, en fait, ils ont, comme disait Benjamin, trop de taille, trop de physique. Ils vont frustrer Embiid. Embiid va être obligé de prendre 25 tirs par match, et c'est rarement bon signe et il y a des matchs où il va shooter du 7 sur 25. Pas toujours, hein. Il va claquer un 45 points dans le Game 3 ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a un match où il va faire du 7 sur 25, 7 sur 22, tu vois, des trucs comme ça. Et ces matchs-là, les Sixers, je pense qu'ils n'arriveront pas à les gagner. Je pense que quand Embiid il sera ralenti, contre les Bucks, j'arrive pas à avoir un joueur des Sixers qui va sortir de nulle part. Tu vois, Maxi et Harden, est-ce que sur ces matchs-là, ils vont mettre 40 points, tu vois? Même Harden,
j'ai du mal à penser que les Sixers peuvent prendre ces matchs. Et je pense que du coup, sur